Alors, c'est quoi cette boîte à outils dont on a parlé pour trouver et contacter ses prospects B2B? En fait, le problème avec tous ces outils, c'est qu'il y en a plein, mais on n'a pas forcément de méthodologie sur comment les utiliser. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Denis Cohen, qui est avec nous, qui est le CEO et le cofondateur de Drop Contact. Drop Contact, c'est une solution d'enrichissement de contacts B2B. On va voir un peu plus en détail ce que c'est, mais en tout cas, bonjour à tous et bienvenue sur Digital Wink, la chaîne qui parle de no-code et de growth. Denis, est-ce que tu peux te présenter un petit peu avec ton masque de ninja? Ouais. Bonjour tout le monde. Alors en fait, je porte un masque parce que je suis à Station F. On est à Station F. Et donc c'est 24 sur 24 depuis 2-3 mois. Et si je l'enlève, en fait, je vais me faire virer. Donc le live va être beaucoup plus écourté. Mais je vais quand même prendre 2 secondes quand même pour montrer un petit peu l'air de rien. Pour montrer ta moustache. Eh oui. Elle est toute cassée et tout. Mais voilà, donc il y a une petite moustache normalement qu'on repère. Voilà, ça c'est un peu mon signe de ralliement entre guillemets. C'est En fait, vrai. ouais, Drop Contact. Ouais, ce qui fait que effectivement, il y a des gens qui me croisent et qui arrivent à me reconnaître comme ça. C'est plus facilement avec le masque. Du coup, on vient moins discuter avec moi directement. Ouais, on a fondé Drop Contact il y a 3 ans maintenant, en 2017. Et on est une solution qui n'est pas une solution pour trouver des emails. En fait, on trouve des emails, mais on ne fait pas que ça. On va beaucoup plus loin que ça, puisque notre verticale, c'est de gérer l'intégralité de la problématique du contact, et que ça soit de l'enrichissement de données, que ça soit trouver les emails, vérifier des emails, ajouter la civilité, ajouter des informations sur les sociétés, etc. Et donc voilà, donc on a commencé, on était deux. Et jusqu'à 9 mois, il y a 9 mois, nous étions encore deux dans la boîte. Voilà les quelques éléments dessus. Trop cool. Et là, du coup, vous êtes combien? À la fin du mois, là, on sera 9 personnes, donc une grosse équipe tech maintenant. Euh, et comme on dirait, c'est pas fini. Parce qu'effectivement, on n'a pas pour objectif de faire une belle PME ou une jolie start-up. On est vraiment sur le fait d'aller loin. Donc, on a une assez grosse ambition. Et en fait, on a deux fonctionnalités pour faire simple. Une fonctionnalité qui est je nettoie un fichier type Excel, CSV en drag and drop, et une fonctionnalité où on s'intègre directement au CRM, que ce soit Salesforce, que ce soit Pipedrive et bientôt HubSpot. Et en fait, là, directement, ça permet de complètement débrider son CRM et de ne plus avoir besoin de faire des tâches manuelles puisque tout devient automatique, enrichi, à jour au fil de l'eau. Et donc, ça permet aux commerciaux d'arrêter de passer du temps à faire des copier-coller, des recherches sur Internet et d'être focus sur l'essentiel de leur boulot, les ventes. Et donc, par définition, comme ils dégagent du temps là-dessus, de faire plus de ventes. Et qui dit plus de ventes pour un commercial, quelque part, c'est aussi plus de commissions. Exactement. Et c'est un peu. Et tu vois, j'aimerais qu'on parle un peu du taf de commercial un petit peu. Alors, c'est vrai que tout le monde fait de la prospection, surtout si on est un solo business, etc. Mais dans des grosses boîtes, bah, il y a des commerciaux, jusque-là, bah, qui étaient formés à de la vente uniquement. Mais en fait, le contexte change énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on fait que du closing, bah, on va pas loin. Si on n'a pas une équipe, si on n'a pas des gens qui vont, du coup, faire de la génération de leads ou si on la fait pas soi-même. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles à un commercial, tu vois, aujourd'hui, qui est en train de démarrer et dont le taf, c'est d'aller signer des clients. Aujourd'hui, si c'est un full stack commercial un peu, s'il n'a pas de Ouais. SDR, s'il n'a pas une équipe qui va lui permettre de trouver des leads, c'est quoi un peu le process que tu lui conseilles de faire pour pouvoir signer des leads et pour pouvoir gérer toute la chaîne? OK. Moi, je vais être très focus sur du B2B, donc vraiment Ouais, essentiellement sur ouais. du B2B. Le B2C serait très, très Mm. différent. Euh, je dirais le premier aspect, c'est d'apprendre au quotidien et d'itérer beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, c'est un mindset qui est un mindset que j'aime bien, qui est le mindset du growth, en fait, du growth hacking. C'est en gros, tu testes, tu te plantes, tu retestes, tu te replantes, tu te retestes, tu te replantes. Et puis au bout d'un moment donné, du coup, soit c'est le bon truc que tu as craqué, soit tu passes à un autre test. Et ça, en commercial, c'est pareil. C'est-à-dire que tu dis, ouais, j'ai trouvé vraiment l'email que je vais envoyer avec le bon message, ça va être trop génial. Tu envoies ton message, en fait, tu fais le complètement. Et donc, tu es obligé d'apprendre tous les jours. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment itérer ceci. Moi, je vois deux choses souvent. C'est que soit les gens veulent automatiser trop vite en disant il faut que j'ai beaucoup de volume, soit ils ne veulent pas du tout automatiser, ils veulent tout faire à la main. Je prends mon téléphone, je vais chercher un numéro de téléphone sur les pages jaunes et j'appelle, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a clairement des choses entre les deux. L'automatisation à outrance trop tôt, elle est pour moi vraiment mauvaise parce qu'on fait beaucoup d'erreurs et on ne doit pas être sur la quantité mais sur la qualité. C'est-à-dire que c'est facile aujourd'hui en 2020
d'ouvrir les robinets et les vannes pour dire, voilà, je vais shooter, je sais pas, je dis n'importe quoi. Si, je vois ce que je vais dire. En fait, il y a un mec qui est passé sur le forum il y a un mois et demi, sur un forum de growth, qui avait dit, ouais, c'est quoi la solution que vous me conseillez pour faire du cold email sur 10 millions par mois? Et là, 10 millions par mois en cold email, c'est pas du cold email, c'est du spam. Alors, si tu as envie de faire du spam, tu fais du spam et c'est le sujet. Mais c'est pas du cold email. Et si tu fais 10 millions par jour, par mois, pardon, tu vas pas avoir les taux d'ouverture qu'on a sur du cold email qui sont très, très forts. Et il y a un peu les deux qui tirent la bourre là-dessus. Et donc, moi, je suis un très grand fan de l'hyper-personnalisation et de la relation assez vraie, même si ça passe par l'automatisation. Et donc, c'est vraiment de travailler ça. D'accord. Et du coup, sur ces sur ce spectre-là, sur lesquels il y a des gens, typiquement des sales que j'avais rencontrés, ils me disaient, ah ouais, mais tu vois, moi, je suis un ancien, je prends mon téléphone et j'appelle, tu vois. Genre, j'ai pas le temps pour ces personnalisations, pour LinkedIn et compagnie. J'ai un profil LinkedIn, mais bon, je sais que moi, le commercial, je le fais à l'ancienne. Ça veut dire que je parle avec les sentiments et je parle aux gens. Et il y en a d'autres, ils disent, bah, des full growth hackers, des gens qui ont grandi avec l'automatisation, et c'était mon cas pendant longtemps, où je me dis, bah, en fait, je vois pas pourquoi on passerait du temps à faire des choses de manière humaine si on pouvait les automatiser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on dirait que la prospection, on peut l'automatiser. Et souvent, tu vois, quand on voit des outils comme Prospecting, Phantom Buster, des outils d'automatisation sur LinkedIn ou même par email comme Lemlist, etc., Ouais. on a tendance à se dire, bon, bah, ça tourne en autopilote, en fait. Donc, j'ai pas grand chose à faire. Je peux juste monter le curseur petit à petit et puis j'ai plus qu'à faire entrer des leads. Et en fait, cette promesse, elle est pas forcément vraie, du coup? Bah, non, la preuve. Si c'était ça, ça veut dire que ça serait tout simple. C'est-à-dire, je me mets dans mon appartement, je mets ça en place et je fais une fortune et je deviens une énorme boîte. En fait, la réalité n'est pas celle-ci. Si tu regardes les boîtes, Oh on va parler non! un peu de la tech. Non, Ouais. mais si tu regardes la tech, après, tu fais effectivement, tu peux avoir des mecs qui vont faire un side project, tu fais une muse au sens de Tim Ferriss. Et tu vois, tu peux faire du dropshipping qui va te permettre de gagner 5 000, 10 000, 20 000. Tu vois, il y a des mecs qui explosent en dropshipping. Bon, après, je ne parlerai pas particulièrement de dropshipping, je ne suis pas très fan à titre perso, mais c'est autre chose. Mais si tu veux, les boîtes qui aujourd'hui explosent comme des Payfit, des Alan, des Miro, etc., tu as un peu de monde derrière, quoi, tu vois, tu as des gens qui vont qualifier, tu vas avoir des SDR, donc tu vas avoir des outils pour que les SDR travaillent le plus possible proprement avant de passer aux sales. Il y a un très gros travail. Donc, le truc magique de dire, oui, je me mets dans mon coin et je fais un truc automatique, si c'est une muse, si c'est un petit truc, c'est cool. Et franchement, ça peut être très cool et ça peut faire des très belles fins de mois, voire plus, et d'avoir une belle vie. Et c'est un peu les nomades, hein, ce qu'on appelle les nomades tech. Ça, c'est très cool. La démarche de je prends mon téléphone, j'appelle dans le dur. Alors moi, j'ai une particularité, c'est que j'ai 20 ans d'enquête téléphonique derrière moi, donc d'enquêteur à PDG d'une boîte de 470 salariés. Et j'ai vu l'évolution. Alors, ce dont je te parle, c'est quand même au siècle dernier dessus. J'ai vu l'évolution sur les années on arrivait à joindre, à passer la secrétaire et à avoir le responsable, etc. Aujourd'hui, tu n'as plus tellement de secrétaires, ça devient compliqué, tu n'as que des lignes. C'est compliqué d'avoir les gens au téléphone parce que tu as les boîtes vocales. Donc, tu passes un temps assez fou pour réussir à joindre quelqu'un au bout du téléphone. Et puis, les gens sont moins prêts à ça parce que les gens font une propre culture je vais sur Internet, je me renseigne, etc. Donc, je suis pas. J'ai beaucoup de mal sur le ROI par rapport à ça. Si tu vends un produit très cher, oui, ça, effectivement, si ton produit est très cher, ton retour sur investissement peut faire vraiment sens de faire du call. J'aurais tendance à préconiser plutôt de faire du call d'email et derrière du call. Puis tout à l'heure, je vais vous évoquer une démarche qui, elle, fonctionne très bien, qui est un mixte en fait entre le call d'email et la prospection sur LinkedIn. Et donc, en fait, pardon, tu voulais dire? Non, non, vas-y, continue. Et donc, en fait, téléphoner dans le dur comme ça, c'est très compliqué parce que déjà, tu ne peux pas scaler parce que ta journée fait 7, 8, 9 heures, 10 heures. Tu passes un temps à un coût de salaire qui est très fort pour passer ton temps à essayer de joindre quelqu'un au bout du téléphone et puis pour te rappeler et gérer le fait que tu dois rappeler le mec à tel moment, etc. Donc, c'est vraiment le retour à investissement est très compliqué. Si je peux prendre un exemple, en l'occurrence celui de Drop Contact, aujourd'hui, on a plus de 1150 clients payants et on a de très belles références. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la commercialisation, elle existe depuis un peu plus d'un an, on va dire 1 an et demi. Et en fait, il y a un seul commercial dans la boîte aujourd'hui, c'est moi. Et donc, à vrai dire, j'ai beaucoup automatisé de choses. Donc, une partie en prospection, mais surtout un autre volet qui est ma démarche et sur lequel je crois beaucoup en 2019, 2020 et la suite, c'est la reco
c'est la recommandation, c'est le bouche à oreille, et c'est beaucoup plus puissant que tout ce qui existe. C'est-à-dire que prospecter dans le dur, oui, il faut en faire, d'accord. Des publicités, du Facebook, du like, du lookalike, du retargeting, pourquoi pas, sur certains business, ça peut marcher, ça peut être des plus. Des Google Ads, ça devient un petit peu compliqué, donc il faut quand même des gros budgets, des mecs super pro pour pouvoir s'en occuper. C'est plus ce que tu pouvais faire en pub. Il y a 5 ans, tu pouvais faire des trucs smart. Maintenant, il faut être quand même un peu bien maîtriser le sujet. Mais par contre, à partir du moment donné où tu t'occupes vraiment bien d'un client, que tu as un produit qui fait vraiment le boulot et que tu enlèves un peigne, en fait, c'est tes clients qui parlent de toi. Et le bouche-oreille fait qu'en fait, tu arrives à avoir à un moment donné des rendez-vous et des choses qui rentrent un peu seules. Donc, nous, on a effectivement des sales qui sont en train d'arriver le mois prochain, parce que maintenant, il faut démultiplier et accélérer. Mais c'est extrêmement puissant, en fait. Et tu vois, d'ailleurs, toutes les boîtes que tu connais, où tu trouves le produit cool et qui déchire, c'est parce que quelqu'un t'en a parlé ou tu as vu quelqu'un t'en parler, et c'est plus puissant qu'une publicité, en fait. Je suis pas sûr que tu aies vu une publicité de Slack un jour, tu vois. Je suis pas sûr que tu aies vu une publicité de Lemlist. Je pense que tu as vu ou de Phantom Buster, tu as un mec qui t'en a parlé, tu as vu un talk, tu as vu une vidéo, tu as vu des mecs qui t'ont balancé un truc et tu te dis, tiens, c'est quoi ce truc-là? Ça a l'air bien, les gens ont l'air contents de ce truc. Et ça, c'est hyper puissant, en fait. Mais tu vois, même sur un truc, hein, les recommandations de resto. Quand tu vas aller dans un resto dessus, tu fais quoi? Tu vas sur Google Maps, tu regardes les avis, quoi. Ok, tu as des avis naze, tu as des avis qui sont super bien, et tu te fais ta propre idée, et puis après tu dis, bah ouais, je vais y aller, je vais pas y aller. Ou tu as des potes qui t'ont dit, waouh, ce restaurant, il est trop bien, donc tu y vas. Là, c'est la même chose, en fait. Ça, c'est hyper puissant, maintenant. Le réseau d'influence. Du coup, clairement, ouais, c'est le, comme dit Riyad, c'est le vrai axe de différenciation pour la prospection. En effet, maintenant, comment est-ce qu'on… J'ai l'impression que tout le reste est automatisable, mais pas forcément ça pour l'instant, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et c'est pour ça que je te dis qu'on a des sales qui arrivent, parce que, en fait, dans notre démarche de vente, en fait, je ne vends pas de recontact. C'est-à-dire que je ne vais pas dire aux gens, ouais, on a le meilleur produit du marché, on est les plus brillants, on est les seuls à être RGPD. Voilà, ça, effectivement, c'est des arguments qui sortent à un moment donné. Mais ce n'est pas du tout ça, en fait. Mon boulot à moi, ça va être au départ au téléphone, de demander au mec comment je peux l'aider et comment il fait son acquisition. Et en fait, en faisant son acquisition, je vais le conseiller plutôt sur comment il peut se simplifier la vie, comment il peut automatiser des process auxquels il n'avait pas connaissance. Et du coup, on fait un travail finalement d'accompagnement et de conseil, même si ça n'en est pas et même si on ne fait pas du tout payer pour ça. Mais du coup, les mecs, ils kiffent de ouf, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment donné où un mec, je lui montre comment je vais lui changer son quotidien, où là, il s'emmerde à faire des copier-coller, à faire des mails un par un, ou même d'automatiser un petit truc, et je lui montre comment il peut automatiser de manière beaucoup plus puissante ça dessus, bah, les gens ils kiffent. Et au milieu, évidemment, il y a un moment donné, je le précise, en général, je le fais un peu à la fin avec un truc un peu sympa, je dis, oui, bon, Émilie, évidemment, il faut le recontact, tu vois. Et donc, il y a un moment donné, les gens sourient. Il y a quand même une partie tail, quoi. Ouais, bah, c'est ça, mais c'est de la vente où tu… Enfin, le premier travail, de toute manière, enfin, j'ai l'impression, hein, le premier travail, c'est créer la relation. C'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un au téléphone, une des premières choses que je vais faire, c'est que je vais tenter le tutoiement. Et en fait, je vais lui dire, bon, bah, on peut se tutoyer si tu préfères, ça va être plus simple, etc. Et en général, à 99%, les gens te disent oui. Et donc, déjà, tu as créé une proximité. Donc, tu as commencé à créer un début de relation. Et après, je lui demande comment je peux l'aider. Et donc, je lui demande de m'expliquer comment il fait aujourd'hui. Et donc, je prends ces informations-là. Et donc, les gens sont contents, en fait, de sortir leurs problématiques, de leur dire comment ça fonctionne, etc. Et quand toi, tu as la connaissance de ces sujets, hein, et que tu es capable de lui apporter des solutions sur un truc qui est beaucoup plus large que juste un produit, et ben en fait, tu as créé cette relation, tu as créé cette confiance. Et oui, c'est consommateur de temps, mais au final, pas tellement, tu vois. Au final, je te montrerai mon agenda tout à l'heure, mais je sais pas, pour les 15 jours à venir, j'ai 65 rendez-vous planifiés avec 65 boîtes sur 2 semaines. 65 rendez-vous, ça peut être par jour. Donc, ça commence à booster un petit peu là. Bah, clairement, Drop Contact, bon, vous êtes un peu leader. Bon, il y a plein de concurrents aussi, mais j'ai évidemment cette partie recommandation est très forte parce que bon, au-delà du fait que on te reconnecte avec ta moustache et que on se voit souvent à Station F, il y a le fait que en fait, en effet, il y a beaucoup de gens qui parlent de Drop Contact. Maintenant, si on parle, tu vois, au-delà du fait, on va considérer que, allez, on arrive à gérer ce call, on arrive à avoir la personne au téléphone. Mais pour l'avoir au téléphone, comment est-ce que tu fais ta prospection avant? J'aimerais bien qu'on soit peut-être un petit peu plus concret sur, imaginons un cas, admettons, moi je suis en train de vendre un logiciel qui,
je suis en train de vendre un CRM, admettons. Voilà, j'ai développé un CRM, j'aimerais bien que les gens passent sur ce CRM. Il y a plein de CRM dans le monde, c'est hyper concurrentiel. Maintenant, imaginons que mon persona que j'aimerais viser, c'est la personne qui va mettre, donc c'est peut-être certains sales development représentatifs, donc certains SDR pour que ça remonte du bas, peut-être leur faire des démos, et sinon ça serait le manager commercial, c'est lui qui va prendre la décision. Maintenant, comment est-ce que je fais si moi je suis éditeur de ce logiciel pour pouvoir trouver ces gens-là et pour pouvoir avoir leur email, pour pouvoir avoir un rendez-vous? Comment est-ce que concrètement on va pouvoir faire? Alors la première chose, c'est où se trouvent les données. Donc, si tes données, si ta cible, c'est des médecins, des professions libérales, etc., c'est pas sur LinkedIn. Donc, tu vas aller chercher dans des annuaires spécialisés. Tu vas essayer de scraper des annuaires spécialisés ou des bases de données. Tu vois, par exemple, sur les médecins en France, la donnée, elle est open. Tu as une open data où tu vas aller chercher sur Amélie et tu vas récupérer tous les médecins, les dermatos, les cardio, etc. Donc, tu as des solutions comme ça. Si on est dans le contexte que tu m'évoques, tu as une base de données qui s'appelle LinkedIn. Et on a beau dire tout ce qu'on veut, la meilleure base de données la plus à jour, c'est forcément LinkedIn. C'est d'ailleurs pour ça qu'en gros, tu as beaucoup de solutions qui ont scrappé LinkedIn ou qui essayent de scraper LinkedIn. Tu as beaucoup de solutions qui ont acheté dans le dark web les données de LinkedIn volées. Et donc, tu as plein de gens et plein de solutions où le premier réflexe, c'est de dire j'ai quelqu'un, je vais avoir un commercial ou je vais avoir une cible en face. Et la première chose que tu fais, c'est d'aller voir son LinkedIn. Donc, LinkedIn est la meilleure base, aujourd'hui en tout cas en Occident, de données professionnelles. Donc ça, c'est le premier point. Donc, ton point de départ, c'est LinkedIn. Ton deuxième point de départ, c'est l'outil de LinkedIn, c'est Sales Navigator. Et dans Sales Navigator, tu vas faire tes recherches par rapport à des sociétés que tu as ciblées comme étant tes sociétés importantes. Alors, il y a des petits trucs, hein, je vais passer ça. Les gens récupèrent dans le chat, là, qui est à côté, on peut voir ou pas? Ouais, si tu veux m'envoyer un lien, envoie-moi dans Private Chat et je l'enverrai juste après. Ok, ouais, ok. Tac, je vais faire là, Private Chat, je le trouve 2 secondes. Est-ce que c'est le Private? Ah oui, ça y est, je suis. Okay, hop. Ouais. D'ailleurs, vous êtes pas mal à nous suivre. Bonjour à tout le monde. Alors, je réalise que j'avais pas trop regardé les commentaires. Je crois que les gens aiment ta moustache, donc c'est plutôt cool. Et ouais, donc salut tout le monde. Il y a du partout. Il y a des gens de Station F, il y a des gens qui sont tout le temps récurrents. Merci beaucoup de continuer à suivre cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, petite pub. Le temps que Denis m'envoie le lien, il vient de me l'envoyer. Hop. Et c'est quoi un SDR? On l'avait répondu tout à l'heure. C'était quelqu'un qui avait répondu. C'est Sales Development Representative. C'est une personne qui généralement fait la prospection, j'ai l'impression. Je ne sais pas si tu as une meilleure définition, mais c'est les personnes qui vont aller chercher les premiers leads. En fait, c'est la personne qui va se trouver entre le marketing et le commercial. C'est-à-dire qu'il va qualifier, c'est-à-dire que le marketing va travailler du nurturing, de l'acquise, etc. Et le SDR, lui, va qualifier par des calls en général et même parfois pour certaines boîtes pour aller rechercher aussi des gens directement. Donc, je le situe entre le marketing et le sales de vente. C'est vraiment entre les deux. C'est les points qui sont hyper efficaces et nécessaires. Et d'ailleurs, ce sont des gens qui sont des gens qu'on soulage beaucoup aussi avec Drop Contact parce qu'on leur enlève une partie des tâches qui est je vais chercher le téléphone, je vais chercher l'email, etc. Puisque Drop Contact le fait directement. Donc, ça leur dégage du temps de pénibilité enlevé et plus d'efficacité sur le reste. Oui, donc voilà. Ça, je viens de poster ton lien. Ouais. En fait, ça, c'est quoi? C'est si tu bosses sur la France, c'est une base qui est totalement gratuite. Hein, c'est la base officielle Sirène et tu peux faire des recherches par code, secteur d'activité, taille salariale, etc. Et tu récupères toutes les boîtes, mais vraiment l'intégralité des boîtes qui correspondent à ta cible. Donc, à partir de là, tu as tes boîtes et à partir de là, tu vas chercher sur des fonctions qui t'intéressent. Quand on fait la recherche, en fait, sur LinkedIn, il y a beaucoup de gens qui font une recherche sur un job, une fonction, un intitulé. Et en fait, il faut aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il faut utiliser tout ce qui est ce qu'on appelle des booléens, donc des et, des or et des notes, et des notes au sens négatif, à noter en anglais. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'avoir une liste correspondant exactement à ce que tu recherches. Parce que comme tu ne vas pas pouvoir scraper 1 tonne par jour, il faut que tu scrapes la bonne donnée. Donc, si par exemple, tu as mis CEO, et donc ça va te donner une liste de CEO, et tu vas voir par exemple des personnes qui vont avoir mis stagiaire du CEO, bras droit du CEO, césure du CEO, des choses comme ceci. Parce que le système va juste aller chercher le mot-clé CEO. Donc, dès qu'il y a CEO quelque part dans ses expériences, ça va le sortir, en fait, c'est ça? Exactement. Donc, ça, c'est quand tu es dans la recherche en haut, hein, parce qu'après, tu peux chercher par les jobs. Et quand tu es dans la recherche en haut, ce qu'il faut absolument utiliser, c'est le négatif, le note. Tu vas virer les stagiaires, les césures, stages, etc. Il y a plein de choses que tu vas pouvoir enlever. Et donc, ça, c'est de l'itération que tu fais, en fait, la bonne démarche. Et tu fais ta recherche, tu regardes ta liste, tu vois qu'il y a un profil qui ne rentre pas dedans et tu retrouves le terme qui est négatif, tu le mets dans ta recherche et tu reboucles comme ceci. Tu fais, en fait, tu historises
ta recherche pour la rendre riche et de plus en plus précise. Donc, ça, c'est la première démarche, c'est d'avoir une recherche précise. Et c'est comme Google en termes de recherche. Il faut faire les recherches avancées de Google, regarder les booléens. Donc, c'est comme je disais, les et, les notes et les or qu'il faut maîtriser et utiliser à profusion pour avoir une liste qui correspond bien. Ensuite, une fois que tu as ta liste, il va falloir scraper LinkedIn. Scraper LinkedIn, il y a deux choses. Il y a scraper au niveau légal. Donc, on rentre un tout petit peu sur cette donnée. Il y a eu plusieurs procès qui ont été faits de LinkedIn sur différentes boîtes et d'autres boîtes à travers l'Europe aussi qui ont fait des attaques sur les gens qui scrapaient. Aujourd'hui, en l'état, c'est complètement autorisé et totalement légal de scraper des données. Il y a un petit bémol quand même, c'est qu'il y a les CGU. Donc, on a la loi par rapport au fait de scraper, mais les conditions générales vont indiquer que tu n'as pas le droit de le faire. Donc, quand tu es sur LinkedIn et que tu veux scraper LinkedIn en étant connecté, c'est les CGU de LinkedIn qui sont mis en place et donc, eux, t'interdisent de le faire. Et ça, ce n'était pas vraiment le cas. C'est-à-dire qu'avant, il y a, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans, c'était peut-être dans les CGU, mais en gros, tu pouvais faire on va dire le cochon et tu pouvais aller scraper 10 000 profils par jour. Aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça. Si tu scrapes de manière un peu importante… D'un point de vue juridique, on ne peut plus faire ça, c'est ça? Alors, d'un point de vue de CGU, des conditions générales, tu n'as jamais pu le faire. Mais techniquement, tu pouvais le faire. Aujourd'hui, si tu le fais, tu fais du volume, en fait, LinkedIn va te suspendre ton compte. Donc, il faut être au-dessous du radar pour que LinkedIn, en gros, dise bon, là, il en prend que 100 par jour, on s'en fiche, c'est pas un sujet. Et voilà. Mais si tu commences à aller en taper beaucoup, eh bien, tu vas avoir un petit message qui va te dire ah, votre compte a été suspendu. On vous rappelle que dans les CGU, vous n'avez pas le droit d'utiliser un bot, etc. Et là, tu fais une jolie excuse en disant ah, je suis désolé, j'ai été un mauvais garçon, je ne recommencerai plus. Et donc, j'ai pas fait exprès. Ouais, c'est ça. Donc, ça marche 2 fois. La troisième fois, par contre, le message qu'ils te mettent, c'est qu'ils te disent que si tu continues, en gros, ils vont détruire ton compte LinkedIn. Et on constate aujourd'hui qu'une des stratégies de LinkedIn, c'est de killer des comptes. Effectivement, d'abord de tous les CEO de toutes les boîtes qui font du scrapping. Donc, il y en a quelques-uns que tu as cités, dans les CEO, tu ne trouves plus les profils LinkedIn. Donc, bon, après, c'est un peu logique, hein, c'est un jeu un peu sur le truc. Mais voilà, donc il faut rester quand même un petit peu au-dessous du radar, et c'est ce que je parlais dans le fait de bien cibler tes profils, tes contacts. Donc, pour scraper, tu peux utiliser plusieurs solutions sur le marché. On a la chance en France d'en avoir pas mal qui sont très, très bonnes. Donc, je pense à Phantom Buster, évidemment, que tu as cité tout à l'heure, qui est vraiment un super produit, qui a beaucoup d'options et beaucoup de possibilités. Je pense à Captain Data, qui est aussi une belle boîte française qui permet aussi d'aller récupérer des données. Ils ont beaucoup moins de possibilités sur d'autres produits. Ils sont très focus plutôt sur LinkedIn. Alors qu'avec Phantom Buster, tu peux faire et du LinkedIn, et du Twitter, et de l'Instagram. Enfin, vraiment, ils ont une panoplie plus large, mais les deux produits sont très bien. Tu as une autre boîte qui s'appelle Lobster, qui sont aussi des Français. Je crois qu'ils sont une petite équipe aussi, mais vraiment, ils font un bon truc. Et après, tu peux avoir des extensions. Alors, moi, il y en a une que j'aime bien parce qu'on a pas mal de clients qui sont sur PassDrive. C'est Ducksoup, qui est une extension, qui est une des seules qui jusqu'alors… Fonctionne encore ? Ouais, très bien, ça s'est jamais fait ban. Contrairement à Link Helper, c'était fait ban et puis ils sont venus, ils ont tout redéfini, tout refait. Comment il s'appelle? Metalfred aussi, c'était fait ban, ils sont venus, etc. Mais Ducksoup jusqu'alors, jamais fait ban, donc je ne sais pas comment ils font. Pourtant, ils utilisent à peu près les mêmes fonctions que les autres. Et de toute manière, LinkedIn, puis LinkedIn est au courant, connaît toutes les extensions par cœur, connaît toutes les personnes qui scrapent. Enfin, il y a un petit tableau et il y a une équipe qui est dédiée à ça chez LinkedIn. Et clairement, on est dans leur radar. Donc, tant qu'on est un peu au-dessous du radar, ça leur fait leur job, ça leur va bien. Et oui, Ducksoup, ils ont sorti un truc qui s'appelle Ducksoup Connect qui permet, en fait, quand tu cliques, comme tu fais sur les autres solutions dont je parlais, de pousser directement dans ton PassDrive si tu n'utilises pas PassDrive, sans passer par des Zapier, etc. Donc, tu cliques le matin, ça fait le job et ça te le pousse directement dans ton CRM PassDrive. Donc, ça, c'est assez cool ce qu'ils ont fait. Et je pense qu'on va voir de plus en plus de solutions le faire directement comme ça, de manière un peu smart. Voilà, donc ça, tu es pour ton scrapping. Une fois que tu as poussé dans ton CRM, donc il y a plusieurs solutions. Soit tu récupères des fichiers et tu vas les nettoyer ou les enrichir donc avec Drop Contact ou d'autres solutions si tu veux. Une fois que tu as récupéré ton fichier qui est enrichi en email, eh bien, tu vas pousser sur des solutions de cold email de type effectivement Lemlist. Tu en as plein d'autres, mais je suis assez fan de Lemlist que je connais depuis le début. Et j'en ai testé beaucoup, mais tu as effectivement des replies, des SalesLoft, Quickmail.io, qu'est-ce qu'il y a, des Mixmax, tu as vraiment du monde, hein, tu as beaucoup. Tu en as plein. Ouais, Woodpecker, bien sûr, j'ai oublié, ils sont en train d'intégrer dans le contact d'ailleurs. Tu as de plus en plus de solutions là-dessus. Elles ont tous leurs plus, tous leurs limites, mais le truc que je trouve cool
cool avec Lemlist, entre autres. D'abord, c'est la vitesse d'exécution qu'ils ont. Ils vont très vite. Ils développent des produits très, très propres. Et puis, il y a une assez bonne réactivité sur le reste. Et voilà, moi, j'aime beaucoup la réactivité de l'équipe. Ils sont bien connus en France aujourd'hui. Ouais, c'est une petite équipe, c'est techniquement, ils sont très, très forts. Donc après, ouais, et puis ils ouais, ont des fonctionnalités que peu de personnes ont. Donc moi, ouais. en tout cas, c'est ce que je conseille aussi. Ouais, Donc, la V3 qu'ils ont sortie, elle est entre une solution de cold email et des solutions plus puissantes que sont des Salesloft ou Outreach. C'est le marché sur lequel ils sont vraiment entre les deux et je trouve qu'ils sont en train de faire une. Alors, c'est pas un pivot, mais c'est une augmentation du produit qui commence à être vraiment intéressante là-dessus. Et oui, j'ai oublié, il y a aussi la grosse machine de l'autre côté auquel je pensais de Brice de Desio. Ok, donc du coup, j'ai scrappé, j'ai défini mon persona, j'ai scrappé LinkedIn en mettant, bon, déjà, j'ai bien recherché sur LinkedIn en mettant les end, les notes, etc. Ouais. Et pour ceux qui demandaient une démo, on avait fait une démo sur un des mercredis, une des émissions Le Club qui a lieu tous les mercredis. On avait fait une démo avec les if, end, enfin les end, or, etc. Si jamais vous voulez aller la voir. Donc une fois qu'on a eu ça, on a utilisé une des solutions comme Dogsoop, Phantom Buster ou quoi que ce soit pour pouvoir scraper ces choses-là. Ouais. J'ai maintenant un spreadsheet ou un Excel avec toutes ces personnes-là et maintenant je vais aller l'enrichir avec une solution comme Drop Contact. C'est ça. Ouais. Alors, tu peux faire plus automatisé et vachement plus cool. Alors, je vais essayer de faire un workflow vite fait en prenant quelques exemples, mais ça peut être d'autres solutions. Donc, tu fais ta recherche sur Sales Navigator, tu utilises Dugsoop Connect qui va pousser dans ton CRM Pipedrive. Donc, en gros, le matin, tu cliques sur ton petit bouton et donc, Dugsoop va visiter les profils et les pousser les uns derrière les autres dans le Pipedrive. OK. Drop Contact a une intégration Pipedrive directement. En fait, ce que ça fait, c'est que dès que ça va avoir une fiche, ça va la nettoyer, l'enrichir, ajouter les emails, le téléphone, etc. Donc, dans ton CRM, au fil du temps, tu vas avoir des fiches qualifiées avec tes emails sans que tu aies rien fait. Tu as juste appuyé sur ton bouton le matin. Ensuite, tu as Lemlist qui va aller regarder des filtres Pipedrive et qui va dire que s'il y a une fiche contact dont les critères rentrent dans ce filtre, il lance la campagne. Par exemple, tu as une séquence Lemlist qui est sur des CEO et tu as créé un filtre dans Pipedrive qui cible les CEO avec un certain nombre de critères. Et bien, dès qu'il y a une fiche contact qui rentre dans ces critères, Lemlist va lancer la campagne automatiquement, sa séquence sur cette personne. Une fois que cette personne a ouvert l'email, ça va repousser sur Pipedrive une activité comme étant ouverte dans Pipedrive. OK. Donc, là, Lemlist va pouvoir ajouter, va pouvoir changer ce petit truc-là dans Pipedrive aussi, me dire que ça a été ouvert. Okay. Donc, en fait, tu as fait ta recherche qu'on a évoquée sur Sales Navigator, tu as appuyé sur ton bouton Dugsoop Connect et tout le reste est automatique. Et là, tu as une machine de guerre et on va augmenter cette machine de guerre en 2 minutes dans ce que je vais te dire tout à l'heure. Donc, du coup, quand tu parles d'enrichir pour être certain que tout le monde comprenne, parce qu'il y a plein de gens qui savent pas forcément ce que c'est que l'enrichissement, l'idée, c'est quand tu as tes informations basiques de LinkedIn, à savoir son entreprise, potentiellement son nom, prénom et peut-être son poste, là, qu'est-ce que tu vas pouvoir avoir quand tu parles d'enrichissement comme information supplémentaire? Nous, on va corriger les inversions prénom-nom déjà, parce que dans LinkedIn, quand tu scrapes LinkedIn, parfois, tu as des inversions de prénom et nom. Tu as le nom à la place du prénom et le prénom à la place du nom. Et si tu fais un shoot d'email en call email, ça fait salut Cohen ou bonjour monsieur Denis. Donc, c'est-à-dire qu'à la première ligne, ouais, surtout que, bon, encore toi, ça va, mais moi, par exemple, il y a plein de gens qui disent bonjour Sharma, et là, du coup, voilà, c'est toujours un peu genre, on sent l'optimisation, quoi, tu vois, alors que si tu regardes un petit peu plus en détail, tu sais très bien que c'est Shubham, mon prénom, par exemple. Exactement. Donc, ça c'est fait automatiquement par Drop Contact. Donc, tu n'as pas ce type d'erreur. Ensuite, la présentation, elle est corrigée. Ensuite, quand tu as un prénom, aujourd'hui, on est de plus en plus sensible en fait à la personnalisation et aux choses propres. Donc, si tu as un prénom qui a des caractères accentués, qui ne sont pas forcément propres sur LinkedIn ou qui parfois peuvent être endommagés, Drop Contact va te le corriger pour que tu aies le E accent aigu, le CCD, etc., que ça soit propre. Ça, c'est fait automatiquement. On t'ajoute aussi la civilité, ce qui va te permettre d'accorder ton email. Tu vois, monsieur ou madame, ça va te permettre d'accorder au féminin quand tu écris un email à une femme, alors qu'aujourd'hui, tu es en train de faire des formulations pour pas avoir besoin d'accorder. On est quand même en français, et le français, il y a les accords à faire. On va t'ajouter, donc tu as le profil LinkedIn, on va vérifier, on va t'ajouter l'adresse email, pardon, c'est quand même essentiel, on va t'ajouter l'adresse email qui est vérifiée, on va te mettre la taille salariale de la boîte, le secteur d'activité, le code NAF, le numéro de sirène, le dernier chiffre d'affaires publié s'il est publié, le dernier résultat s'il est publié, le profil LinkedIn de la boîte, et on va surtout détecter les doublons dans Pipedrive et les fusionner ensemble. Donc, en fait, tu as 0 doublon ou quasiment 0 doublon dans ton CRM. Parce que une des grosses problématiques que tu as, c'est quand tu commences à brasser des fichiers, c'est que tu as des doublons à droite, à gauche, tu as des fichiers à droite, à gauche, tu ne sais plus ce qui est. Et enfin, c'est une purge parce que tu vas envoyer 2 messages au mec. Et là, en fait, c'est complètement traité par Drop Contact.
Ok. Voilà ce que c'est. Mais là, du coup, toutes les informations que tu me dis, tu vois, genre, j'imagine que tu les as pas à chaque fois, tu vois. Et il y a plein de gens qui se posent certainement cette Ouais, question, c'est, ok, tu vois, genre moi, si je veux trouver, admettons, le CEO d'une des boîtes que j'ai envie de viser, ou en tout cas les cinq ouais. premières personnes qui pourraient m'intéresser, t'es pas sûr de tous les avoir, tu vois, ces trucs-là, parce que tu les as pas Alors, dans on les une aura base pas. de données quelque part ou quoi que ce soit. Ah, ok, super intéressant. En fait, Bah, sur le moi, je marché, connais la réponse, tu vois, mais c'est typiquement, je sais que ouais, c'est la réponse que les gens se posent, c'est la question que les gens se posent, c'est certain, tu ouais, vois. ouais. Alors, quand tu recherches des adresses email, de toute manière, tu ne trouveras jamais 100% des adresses email. Ok. Ça n'existe pas. Ça, c'est le premier point, le premier axiome de départ. Donc, tu peux avoir une frustration là-dessus, mais tu n'auras jamais 100%. Deuxième élément, c'est que les données qui sont dans LinkedIn, qui sont les plus à jour, ne sont pas toujours à jour. C'est-à-dire que, par exemple, je suis dans l'entreprise, je viens de me faire licencier, ça fait 2 mois, je ne vais pas aller changer mon profil LinkedIn pour dire que j'ai arrêté de bosser dans la boîte. Donc, en fait, Ou que je dans suis à mon Pôle profil, emploi. voilà, tu vois, dans mon profil LinkedIn, en fait, tu vas voir que je suis encore dans la boîte. En fait, dans la réalité, je ne suis plus encore dans la boîte. Donc, tu as ce cas de figure-là. Tu as aussi le cas de figure de gens qui sont, tu vois, les césures, par exemple. Tu es en césure, tu es dans la boîte, Hmm. tu as fait tes études, tu ne vas pas faire. Et il y a des gens qui n'arrêtent pas, qui ne mettent pas la date de fin de l'entreprise. Donc, tu as ce phénomène-là. Ensuite, toutes les adresses email ne sont pas trouvables. Et sur les adresses email, il y a 2 démarches, essentiellement. La première démarche, que tout le monde a fait jusqu'alors, et que tout le monde fait, c'est de dire je vais faire une base de données. Donc, je vais faire une base de données. Comment je fais? Alors, quand je suis Clearbit, je mets une extension gratuite sur G Suite, Gmail, et en fait, tous les emails et tous tes contacts qui sont sur ton compte G Suite, je vais les aspirer pour constituer cette base de données que je vais revendre à d'autres personnes. Donc, Hmm. toi, gratuitement, tu as dit bah, je vais accéder à Clearbit parce que l'extension, elle est trop cool, j'ai des infos. Mais pendant que tu as fait ça, ou toi, tu acceptes éventuellement de donner tes coordonnées, en même temps, tu as, entre guillemets, cédé tes contacts, tes données personnelles qui ne sont pas les tiennes, et que Clearbit récupère. Ça, c'est fini depuis le 15 mars 2019. Google a bloqué ça, c'est plus possible de le faire. Et ça, Ah, c'était. Clearbit, l'extension Clearbit, pour ceux qui connaissent pas, c'était une petite extension qui permettait d'avoir des informations sur la personne avec qui tu es en train de discuter sur Gmail. Du coup, elle n'existe plus? Si, elle existe, mais ils n'ont plus le droit de prendre des données pour les revendre. En fait, Google a fermé ce truc-là, c'est-à-dire que si tu fais ça, tu es kill de chez Google, en fait, Ah, dessus, du et compte ils ont part. fait Ok. des audits. Voilà, c'est ce que faisait aussi Evercontact. Evercontact te permettait de récupérer des informations de signature, mais en même temps, ils vendaient Mhm. les données. Donc, en gros, je capte les données, toutes les données des carnets de contact de tout le monde et des CRM et des clients, et je les revends. Et c'est ce qui a été fait, ce qui est encore fait, hein, de dire euh, j'aspire les données d'un client X pour les revendre à un client Y. Donc, j'aspire gratuitement les données d'un client X pour les revendre à un client Y. Donc, tu as cet esprit-là. Tu as aussi d'autres choses. Tu vois, Lusha, par exemple, quand on parle de Lusha, tu as 2 aspects sur Lusha, sur comment Lusha arrive à avoir des numéros de portable. Les 2 aspects, c'est le fondateur de Lusha, c'est un ancien d'une unité qui s'appelle la 8200. Et la 8200, c'est l'unité cyber de l'armée israélienne. Donc, tu vois déjà le niveau et la manière dont cette personne est assez brillante pour aller chercher des données. Ça, c'est un premier point. Après, tu vas te rendre compte d'un deuxième point, c'est que le fondateur de Lusha est aussi le fondateur de plusieurs applications de contact que tu peux mettre gratuitement sur ton Android ou ton iPhone pour remplacer le carnet de contact habituel que tu as nativement sur dessus. Pourquoi? Parce que c'est plus joli, c'est plus pratique, etc., etc. Et donc, tu vas autoriser cette application à se connecter à ton carnet de contact. Et là aussi, tu as une aspiration des données de ton carnet de contact pour les mettre chez Lusha et pour les revendre. Donc, c'est comme ça, en fait, que tu sources des données pour constituer une base de données. Après, tu as des tas de techniques qui sont de scraper dans tous les sens et de consolider. Et puis, tu en as qui sont beaucoup plus border, qui sont je récupère des données dans le dark web. Donc, quand je récupère des données dans le dark web, ça veut dire que j'achète des données plutôt en Bitcoin à des gens qui ont hacké des données. Donc, des bases de données LinkedIn volées, des bases de Twitter volées, des bases de Twilio volées. Twilio est une solution qui a énormément de numéros de téléphone. Et donc, Mhm. si je suis une entreprise, je vais payer, entre guillemets, pas entre guillemets d'ailleurs, des hackers pour récupérer des données volées pour après les revendre officiellement. Il y a 2 limites à tout ça. C'est déjà la RGPD interdit formellement de revendre des données personnelles si tu n'as pas l'autorisation de la revente des données personnelles. Et pour le cas que j'ai évoqué, de j'achète des données dans le dark web pour les revendre, tu as une problématique, c'est que là, tu passes en mode recel. Et le recel, c'est un autre sujet, parce que là, on est sur le pénal. Et les amendes du recel, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, quand tu as une amende du recel, l'amende équivaut à la moitié du montant de la valeur du produit que tu as volé. Donc, par exemple, si tu as acheté la base de données de LinkedIn, sachant que LinkedIn a été racheté, je ne sais plus, en 2016, 23 milliards,
la moitié de 23 milliards, ça fait un peu cher en amende, donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc c'est un sujet à part, mais c'est ce qui est en train de changer. C'est-à-dire que depuis qu'il y a la RGPD, il y a Cambridge Analytica, il y a deux choses. Il y a un aspect légal qui fait que de plus en plus dans les entreprises, ils ont des DPO, c'est-à-dire les gens qui sont responsables de RGPD, qui disent ah mais attends, on peut pas utiliser une solution qui est RGPD, et les gens sont sensibilisés à ça, et ça commence, on est au tout début. Donc on est en train de vivre une évolution du marché là-dessus, que ce soit en Europe, en France ou aux États-Unis même. Et d'ailleurs, on voit, il y a des pays comme le Brésil, par exemple, qui ont fait quasiment la même chose que la RGPD européenne. Donc le mouvement est lancé, et puis il y a une sensibilisation des gens, c'est-à-dire que Cambridge Analytica a quand même remué pas mal de choses, à tel point que Google en a pris conscience, que les gens n'étaient plus prêts à ce qu'on prenne leurs données, qu'on les vende, etc. Donc c'est en cours d'évolution. Voilà. Donc c'est la démarche de j'ai une base de données. Nous, on a une particularité, c'est qu'on a 0 base de données. Alors à chaque fois, on dit mais comment vous faites, etc. En fait, on travaille par algorithmie, par des serveurs. Donc on ne fait pas des méthodes de pattern, genre je fais le prénom plus le nom, le prénom point le nom moins le prénom, etc. Et je teste tout dans tous les sens, ça ne fonctionne pas. J'avais fait un article à C'est ce que l'époque. je me serais dit, parce que soit tu as la donnée quelque part que tu as récupérée qui du coup va périr dans le temps, soit Ouais, tu essaies de deviner. bien sûr. Alors on devine, mais on devine par algorithmie, par serveur. Donc en fait, on fait chaque fois qu'on a une demande d'enrichissement, c'est à ce moment-là, par mathématiques et algorithmique, qu'on va trouver l'adresse email et qu'on va vérifier que cette adresse email est bonne. Et évidemment, je ne te donnerai pas plus d'informations parce que c'est carrément notre secret sauce qui fait qu'aujourd'hui, on sort vraiment très très haut dans les scores d'adresse email. Et surtout qu'on sort bientôt dans 3 semaines notre nouveau moteur sur les adresses email, donc on va encore renforcer ça. Le point que tu as évoqué, que j'ai oublié effectivement, c'est le fait qu'une base de données dans le temps, elle perdure pas parce que les gens changent de boîte Ouais. de plus en plus et que quand tu as acheté une base de données volée en 2016, par exemple, en 2020, tu as une grosse partie de ta base qui est plus à jour et donc tu vends des données qui sont plus à jour. Nous, on fait, au moment donné, on fait l'enrichissement, c'est à ce moment-là, à l'instant T, on va aller te trouver l'adresse email et te le fournir. Donc, il y a une différence aussi à ce niveau-là. Ok, donc toi, Voilà tu pour la vas suite. faire du real time un peu, ou du genre au moment où je Ouais, te demande, tu as tes serveurs qui vont aller calculer le truc. Donc, c'est pas du nom point prénom, mais c'est quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Et c'est ça. évidemment, c'est pas aussi simple que juste mettre deux choses ensemble. Mais ok, donc toi, c'est comme ça que tu fais ta base de données. Très bien. C'est Ok. ça. Et la Donc, particularité, c'est que dans ce cas-là, on n'est pas revendeur de données en termes de base de données, on est prestataire de traitement. Donc, sur des aspects juridiques, ça change aussi beaucoup de choses. d'accord. Ok. Ok, donc c'est un peu la secret sauce. Ok, très clair. Donc, si on revient au schéma initial où moi je suis un vendeur de Ouais, CRM, du coup j'ai mon Sales Navigator, je suis passé dans Pipedrive, j'ai DocSoup, j'ai Lemlist que du coup qui va commencer à envoyer ces emails là de hyper personnalisés parce que je vais pouvoir avoir des informations comme complètement. le nom de sa boîte, son chiffre d'affaires, etc., etc. Donc tu auras vraiment l'impression que c'est moi qui ai écrit ça. Très bien. Maintenant, tout ça, ça peut te faire à scale. En fait, ce que tu disais avant du genre, ouais, mais il faut pas le faire avec 1000, 2000, 3000, 4000 personnes, bah, au final, ça peut se faire. J'ai l'impression que c'est faisable, quoi. Tu vois, j'aurais tendance à pousser le curseur, quoi. Alors, tu as 2-3 limites et on va rajouter 2-3 précisions. D'abord, il y a un truc que Lemlist a rajouté et pour le coup, c'est moi qui ai poussé vachement à ce qu'ils fassent ça. Ils l'ont fait, c'est trop cool. C'est ce qu'on appelle du liquid. C'est un langage qui s'appelle le liquid. Et le liquid, ça te permet de mettre des variables dans ton message d'email. Et en gros, tu peux faire un message d'email et si tu tutoies le mec, et ben du coup, ça peut le tutoyer. Si tu le vois, ça peut le voyer. Pour accorder, ça va accorder. Pour reprendre des informations. Donc, le liquid, si vous utilisez Lemlist, je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil ça sur le liquid. C'est un langage qui avait été lancé par, je crois, c'est Shopify à Shopify, je l'époque. crois. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment super puissant, c'est pas très compliqué, mais ça permet vraiment d'hyper personnaliser ton message. Ça, c'était le premier point. Et j'ai oublié le deuxième, tu me disais. Ah oui, que tu Je fais te à scale. disais que du coup, ouais, Ouais, tu peux tourner le curseur. Au final, tu vois que ça marche. Bon, bah bah, oui. t'y vas. Sauf que si tu envoies 100 emails par jour et que tu as un taux d'ouverture qui est de 70%, donc tu as quand même un très bon taux d'ouverture. D'accord? Et donc, plus tu vas augmenter, moins tu vas avoir le temps de traiter ta donnée. Parce que le but, c'est pas d'avoir le chiffre de 70% ou 90% qui est trop cool, et là, c'est du vanity, où tu vas mettre sur ton tableau de bord, ouais, je suis à 93%, sur lequel on est nous, d'ailleurs. Tu vois, c'est cool, mais c'est pas ça le plus important. Et là, on va aborder le deuxième sujet qui est pour moi très important en ce moment. Aujourd'hui, tu as plein de sociétés, tu en as cité tout à l'heure, qui vont permettre, pour pas très cher d'ailleurs, de manière très smart, de lancer des invitations LinkedIn. Donc, en fait, tu as une invitation LinkedIn. Ouais, salut Denis, j'ai vu ton profil, c'est trop cool, on a une personne en commun, soyons en contact. Ouais, on a une super solution, j'ai un blabla de 3 pages, machin, etc. Et j'en reçois, mais je ne sais pas
On t'entend pas, Shubham. Pardon, c'est ce que 90% des gens, quand ils pensent prospection LinkedIn et automatisation, font. Voilà, exactement. Et en fait, aujourd'hui, comme il y a de plus en plus de solutions, j'en connais au moins, je sais pas, 40 qui font ça, pour franchement pas très cher. Du coup, j'en reçois plein, du coup, ça ne m'intéresse pas, du coup, je ne regarde pas, du coup, ça. Voilà. Je parle en tant que personne qui reçoit les invitations. Par contre, tu as un truc qui est cool. Le truc qui est cool, c'est d'inverser ton process. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent ouais, je renvoie les invitations et s'ils n'ont pas répondu, je fais du cold email. C'est l'inverse que tu dois faire. Tu fais ton cold email. Tu as à peu près 70% de taux d'ouverture. Donc, le mec a ouvert le message, on va dire, sur Drop Contact. Donc, il a lu en gros ce que faisait Drop Contact. Et la particularité, c'est qu'en général, il ne va pas forcément répondre parce que s'il répond, il va d'abord rédiger un email et ensuite, il va savoir qu'il est en gros dans un funnel de 16 assez engageant où je vais l'appeler, je vais prendre rendez-vous, je vais lui envoyer des informations et en gros, je ne vais pas le lâcher. Alors que lui, il n'est pas encore prêt, ce n'est pas son momentum d'achat, il a juste besoin d'une petite information ou d'un truc. Ce qui fait que tu peux avoir un très bon taux d'ouverture et en gros, un bon taux de réponse, c'est peut-être 20-25%. Je ne sais pas, Benoît, combien il avait, parce que Benoît, il a des bons trucs, mais il est sur une cible un peu particulière que tu avais interviewé l'autre jour. Et donc, tu as un taux de réponse qui est bien, qui est pas mal, mais bon. Or, le bon truc, c'est d'envoyer à ce moment-là ton invitation LinkedIn. Le mec a ouvert le message sur Drop Contact. Donc, il a vu Drop Contact, il a regardé le truc vite fait. Et donc, dans le quart d'heure, la demi-heure, je lui envoie une invitation LinkedIn, évidemment, c'est automatisé, une invitation LinkedIn pour se connecter avec moi, avec une petite note du type je t'ai envoyé un email sur tel sujet, on fait ça, et surtout n'hésite pas si tu as une question à poser, je suis dispo ici, tu vois. Et ça, tu l'envoies en message, donc il va arriver dans le chat de LinkedIn quand il va accepter. Et c'est beaucoup plus cool parce que j'ai envoyé un email, il l'a ouvert, je lui envoie une invitation, donc le taux de transformation de mes invitations est beaucoup plus fort que si j'envoyais des invitations à des gens comme ça au hasard. Ouais. Le deuxième élément, c'est que quand la personne a ouvert l'email, a cliqué sur la validation, il y a le chat qui lui propose en fait d'échanger avec moi, le chat de LinkedIn. D'accord? Et du coup, c'est là où j'ai des gens qui me posent des questions. Bah justement, ça tombe bien, je voulais savoir, est-ce que ça marche bien dans Pipedrive et est-ce que c'est disponible sur HubSpot ou comment, j'ai pas bien compris comment marchaient vos prix. Vous avez quoi comme taux sur les emails? Donc, le mec est capable de te poser une question rapide, pas trop engageante. Parce que c'est un chat. C'est un chat, c'est ça. Et donc, c'est un chat et c'est cool. Et les gens posent la question. Et du coup, tu commences ta conversation avec la personne. Et une fois que tu as commencé ta conversation avec la personne, à un moment donné, tu vas basculer. Tu vas dire, bah, écoutez, le plus simple, c'est peut-être que je vous fasse un coup de fil. Et là, tu prends un rendez-vous et tu fais un call. Et donc, ton taux en faisant ça est vachement plus efficace. Et la V3 tu vois, j'ai jamais pensé à faire ce truc-là, c'est trop cool. Mais du coup, tu vois, ça me fait, étant donné que moi, par exemple, je suis pas un utilisateur de DocSoup, je me pose cette question de comment est-ce que tu arrives à orchestrer un petit peu tout ça pour être certain que c'est au moment de l'ouverture où ton Pipedrive a été mis à jour, genre open, que tu vas aller déclencher l'invitation. C'est avec quoi que tu fais ça? Bah, avec les fils de Pipedrive. Les fils de Pipedrive le font, c'est-à-dire que tu dis au fil de Pipedrive, mon critère, c'est que j'ai une adresse email, que le mec, il est CEO, etc. Dès qu'il y a une fiche qui rentre dans ces critères, pouf, il est dans le filtre, l'Emlist le voit, il shoot son email. Pareil, quand l'Emlist renvoie dans Pipedrive le fait que le mec a open, tu as un fil dans Pipedrive qui dit ah, est-ce que j'ai une activité où le mec a ouvert un truc, ça rentre dans le filtre, hop, ça trigue, et tu as un Integromat ou un Zapier qui va te pousser ça sur un Google Sheet, et un Photobuster ou DuckSoup qui va t'envoyer une invitation, ou l'Emlist dans la V3. Donc, tu peux, si tu le fais dans l'Emlist, c'est directement dans la V3. Du coup, ou la grosse machine aussi, tu peux le faire dans ce schéma-là. Donc là, tu es vraiment sur des choses d'une mixité qui est intéressante. Et moi, je ne suis pas convaincu, mais ça n'engage que moi, du fait du multicanal en même temps. Tu sais, les schémas où dit tu visites le profil Twitter du mec, tu lui envoies un message, après tu visites ton profil LinkedIn, puis tu attends un petit peu, puis tu lui renvoies un message sur LinkedIn, puis après tu envoies un email. Je trouve que sur le papier, intellectuellement, c'est hyper intéressant. Techniquement, c'est vachement cool. En efficacité, je n'ai pas encore mesuré ce genre de choses, mais j'ai un a priori, perso. Je préfère les choses simples, mais qui effectivement rebondissent sur les différents trucs. Tu vois, le mec a ouvert l'email, derrière, j'envoie le message LinkedIn, le mec me contacte en chat et on discute dessus. Ouais, au final, c'est une variante du multicanal que tu fais. C'est que tu utilises plusieurs canaux en forme, mais ils sont juste orchestrés de manière super intelligente qui, au final, imitent la réalité. Tu vois, c'est genre le mec a ouvert, bon, boum, là, tu l'ajoutes parce que tu te dis que bon. Par contre, le mec peut se dire, enfin, la personne qui est devant toi peut se dire, bon, ok, peut-être que l'email,
il l'a automatisé. Par contre, là, l'envoi de l'invitation sur LinkedIn à ce moment-là, bah, en fait, ça tombe bien du coup, et elle va se dire, Ouais, c'est ouais. pas très engageant de pouvoir envoyer ce petit message en te demandant cette question. Ok, Alors, ok, en fait, super intéressant. sur l'email, il y a quand même un vrai travail, c'est que il faut vraiment penser à ne pas faire ce qu'on te dit de faire avec du cold email. Je m'explique. C'est-à-dire que tu as plein de tutos qui vont te dire, et tout le monde va chercher ça, quel est l'objet parfait que je dois mettre dans mon email et quel est le texte parfait que je dois mettre dans mon email. Or, en fait, quand tu fais ça, ça veut dire qu'on va identifier assez facilement que tu envoies du cold email et donc que c'est automatisé. Or, moi, ce que Quand je tu dis préconise… on, c'est qui? C'est qui? C'est on, c'est l'interlocuteur? Ouais, moi qui reçois un email, quand je reçois un email, bah, tu grilles tout de suite quelqu'un qui te fait un cold email qui n'est pas… c'est toujours les Ouais, mêmes… mais parce les que mêmes nous, plateformes. on est dans un microcosme qui, tu vois, on bosse dans ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais la plupart des gens, quand ils reçoivent un email avec genre sans objet, ils se disent, bah, c'est juste un email sans objet, par exemple. Tu vois? Sauf que si tu veux, tu n'es pas le seul à le faire, donc ils en reçoivent plusieurs. Si je suis DRH Ah, si je suis DRH de, je sais pas, une boîte qui n'est pas dans la tech, mais qui est, je dis n'importe quoi, chez Orange, bah, si tu veux, j'ai quelques gros hackers et quelques marketeurs qui vont m'envoyer le même type de message. Et comme maintenant, ça se fait plutôt pas mal, les mecs ont compris comment ça fonctionnait. Donc moi, ma démarche, ma préco plutôt, c'est de pas faire ça. C'est en gros de réunir l'équipe des sales et des marketeurs et de leur dire de venir avec les 5 meilleurs objets, les 5 meilleurs emails qui, à leur sens, ils ont fait à la main. Par exemple, tu as un sales qui a fait 5 emails qui sont son style, que lui, il fait tout le temps, tous les jours, depuis des années, et qui marche bien, etc. Bah, lui, il vient avec ses 5. La nana du market, elle vient avec ses 5. Et tu fais un brainstorming avec tous les messages de tout le monde. Et en gros, tu vas passer 2 heures, 3 heures à brainstormer sur tout ce qui a été fait, qui marche le mieux, qui est propre à la boîte, qui est propre à la démarche et ce qui marche le mieux. Et tu vas créer 2-3 messages que tu vas itérer pour savoir lequel est le meilleur. Mais au moins, c'est des messages qui correspondent à l'entreprise et à sa cible. Et pas, j'essaye de faire coller ce que des gros hackers ont fait il y a 5 ans dans une autre boîte. Et ah, bonjour, sur notre profil, machin. Tu sais, genre, le deuxième message, c'est tu le vois. Je sais que tu es très occupé, que tu n'as pas eu le temps de voir mon premier email, mais tu vois, 15 fois, tu le reçois celui-là. Tu vois. Donc, tous les trucs de modèle, moi, c'est pas d'hyper-personnalisation, c'est je fais copier-coller. Et je dirais que aujourd'hui, à mon sens, il faut, et grâce aux outils qu'on a, on dégage un temps de dingue avec des trucs hyper pratiques que tu peux effectivement augmenter en vitesse ou diminuer. Donc, tu sais, si tu en fais 100, combien ça va faire, si tu en fais 200, combien ça va faire. Il faut dégager ce temps sur des choses qui sont souvent négligées, à mon sens, aujourd'hui, et sur lesquelles j'aimerais qu'on reprenne tous beaucoup plus de valeur. Et nous, on fait un travail là-dessus, et clairement, ce n'est pas évident. C'est l'écriture, c'est le copywriting, c'est mettre du jus de cerveau sur ton objet, c'est mettre du jus de cerveau sur ton texte email, c'est mettre du jus de cerveau sur ton message LinkedIn, du jus de cerveau sur tes articles. Tu vois, aujourd'hui, je trouve qu'il y a une tendance, alors, bon, je ne suis pas très politiquement correct en général, mais je trouve qu'il y a une tendance sur LinkedIn à faire beaucoup de vues, beaucoup de likes, etc. Sur je me pose des questions sur la vie, de comment je dois manager mon équipe, comment je dois ceci. Alors que c'est des boîtes qui ne font pas du tout ça, ce n'est pas leur objectif, et ça marche très bien. Et je n'ai pas vraiment de critique dessus, mais tu vois, nous, on essaye plutôt, on ne réussit pas toujours, hein, je ne dis pas qu'on est forcément super fort, mais on essaye toujours de créer des articles qui transmettent de la valeur et qui transmettent notre connaissance, on veut partager ça, on va essayer de faire monter les gens en forme de compétence, si tu veux, de savoir, et de ne pas le garder pour nous. Et je dirais, la philosophie de la culture de la boîte de Drop Contact, c'est cool et on fera des choses dessus. Mais pour moi, ce n'est pas l'essentiel. Donc, je ne suis pas… Alors, sûrement, on fait vachement moins de likes que les autres et on buzz moins sur le sujet. Et peut-être que c'est une erreur, j'en sais rien. Mais moi, je suis plus enclin à transmettre ce qui peut permettre aux entreprises d'améliorer leur business sur lequel nous, on peut apporter de la valeur. Très clair. J'aimerais qu'on parle un petit peu plus de copywriting rapidement, juste avant de passer aux questions. Il nous reste à peu près 10 minutes. Il y a eu pas mal de questions. Il y a pas mal de gens qui sont là à fond en train de regarder. Donc ça, c'est super cool. Vous êtes sur LinkedIn et aussi bien sur YouTube. En tout cas, si vous êtes sur YouTube, la chanson, c'est la même.
Tu t'as voulu me montrer quelque chose? C'était Non, quoi? non, je montrais une collaboratrice, mais je ne m'y attendais pas du tout, donc c'était cool. Mais ouais, c'est un petit call to action qui marche toujours. Donc, n'oubliez pas de Ouais, liker et surtout de vous abonner pour voir d'autres vidéos. J'ai pas mal de gens qui vont passer sur le live, notamment des gens qui sont pas mal à fond dans l'email. Je crois qu'il y a Guillaume du coup de l'Emlist qui va passer aussi. Il y a Bad Sender, donc Jonathan Lorieux. Je sais pas si tu connais quelqu'un ouais, qui s'y connaît énormément en email aussi qui va passer. Bref, beaucoup de choses. Mais on passe maintenant aux questions et à la fin on parlera un petit peu de copywriting. Alors ouais, tu vois, c'est fou parce qu'on pourrait passer 2 heures à discuter, et notamment de toi, parce que tu vois, c'est super intéressant sur ton profil parce que tu vois, si je regarde bien, tu as fait de la sociologie initialement, après tu as été directeur pardon, de marketing, mais aussi de développement, tu vois, donc tu as un peu toutes ces casquettes ouais, qui, à mon avis, te servent énormément aujourd'hui, tu vois, et je pense qu'on ouais. fera peut-être un autre podcast où on parlera de toi, mais là, j'avais comme promesse de parler uniquement de prospection, donc du coup, évidemment, les questions sont en fonction. Il y a Nicolas qui nous demande, dans ce cas, l'email est envoyé directement avec Pipedrive, et comment est-ce que tu traques l'ouverture? Alors, non, l'email, dans ce que j'ai expliqué, est envoyé avec l'Emlist et l'Emlist le fait directement via ton compte G Suite, Gmail ou Outlook. Et donc, la deuxième question intéressante, c'est est-ce que tu traques l'ouverture? En fait, j'ai fait un article sur les bonds. Je vous invite à aller regarder ça. Où en fait, au Est-ce début, que tu il peux nous faut. expliquer ce que c'est qu'un bond pour les gens qui ne connaissent pas? Ouais, pardon. Ouais. Un bond, c'est en fait quand tu envoies un email et tu vas avoir un email qui va revenir vers toi, tu vas avoir une réponse et tu as plusieurs types de bonds. Tu vas avoir ce qu'on appelle des soft bonds, c'est-à-dire que l'email n'a pas fonctionné à un instant T, mais il va refonctionner très probablement à un instant T plus 1. C'est des problèmes de techno, c'est des problèmes de ce qu'on appelle Gregly, c'est pour être des anti-spam. Enfin, il y a plein de trucs techniques. Ensuite, tu as ce qu'on appelle les hard bonds, c'est que l'adresse email n'est pas bonne. Et toutes les adresses email ne peuvent pas se vérifier automatiquement enfin, aucune solution ne peut vérifier aujourd'hui une adresse email de manière parfaite dans certains cas de figure, que j'explique aussi dans l'article. Et tu as aussi ce qu'on appelle des reject bonds, c'est assez récent, c'est depuis juin 2020, pardon, où en fait, les solutions en face ont mis quelques protections qui permettent d'identifier que tu es en train d'envoyer de l'email non sollicité, qui vont refuser ton email et te le renvoyer. Donc, c'est ça les messages de bonds. Et du coup, D'accord. j'ai perdu mon fil, c'était quoi? Oui, le track. Et C'était en comment fait, tu traques l'ouverture? ouais. Et en fait, ma reco, c'est au début, quand tu commences à faire ton objet et à faire tes messages, tu vas les traquer pour voir ton taux d'ouverture pour arriver à 60-70%. Une fois que tu es à 60-70%, ce qu'il faut que tu fasses absolument, c'est que tu enlèves ton tracking d'ouverture et ton tracking de clic de lien. C'est-à-dire que tu ne vois plus qui est ouvert ou qui a traqué ton email, mais tu vas avoir beaucoup plus d'emails qui vont arriver dans la boîte mail principale et qui ne vont pas être identifiés comme des emails promotionnels. Pourquoi? Parce que quand tu fais un track d'ouverture, tu as des informations qui sont dans ton email, dans le message de ton email, qui sont repérables en face et qui disent « Ah, il traque les ouvertures, donc c'est un message promotionnel, donc je le mets dans les spams, ou donc je le mets dans la promotion, ou donc je ne le reçois pas. » Une fois que tu l'as envoyé, que tu l'as enlevé, pardon, à ce moment-là, tes emails vont arriver de plus en plus dans les boîtes mail principales. D'accord, donc c'est pour essayer de passer sous le radar, de être catégorisé comme étant. Exactement. C'est Hum, hum. exactement ça. C'est contre-intuitif. Mais du coup, on se rassure tous en disant, voilà, j'ai mon taux s'améliore, etc. Une fois que tu as fait ton message et que tu es arrivé à ton taux de 60-70%, enlève ton track. Et tu ne D'accord. verras pas, Ok. mais il sera meilleur. Ok. En parlant de radar, il y a Riyad qui nous a posé une question tout à l'heure qui, je ne sais pas pourquoi, ne s'affiche pas ici, mais quelle est la limite pour être sous le radar d'un point de vue LinkedIn? Tu parlais tout à l'heure de threshold à pas dépasser pour pas avoir ces fameux messages. Tu as une idée? Ouais. Alors en fait, l'article, c'est Jules de Phantom Buster qui a fait un article sur le Ouais. blog et qui a passé justement, et qui a été mis à jour d'ailleurs sur 2020, et qui a mis Mhm. tous les éléments. Il y a aussi Prospecting aussi, je crois qu'ils ont fait un article sur le sujet. Donc, État du Soup aussi qui a fait un article sur le sujet. Donc, je vous renvoie directement vers ça. Mais oui, faut aller chercher des limites. Ça dépend si tu es en self-navigator, c'est-à-dire si tu as un abonnement, pas un abonnement chez LinkedIn. Mais, mais je vous Si tu as un renvoie à compte eux qui ont nouveau, vraiment pas fait. nouveau. Ouais, Mm, mm, mm. ouais. Oui, il y Je a viens toutes ces d'envoyer questions-là. le lien du coup pour Cool. ceux pour du coup Riyad de tout à l'heure. On demande une question sur, c'est Aurélie, elle demande est-ce que Drop Contact n'est valable que pour les données européennes? Alors, en fait, on a le MIT qui doit être notre quatrième plus gros client. On a 35% ou presque à 40% de notre chiffre d'affaires qui est à l'étranger. Donc, en fait, peu importe très clairement, sauf tout ce qui est effectivement les caractères non latins. Mais ça ne change rien à notre fonctionnement aujourd'hui. On a quand même une limite,
c'est où on est un peu moins bon, c'est sur l'Espagne et les Pays-Bas, où les noms ne sont pas composés juste d'un prénom et d'un nom, mais peuvent être composés de 3 ou 4 mots. Et là, aujourd'hui, notre algorithme, bah, c'est un peu comme les épidémies, c'est un peu des exponentielles. Donc là, on a besoin de retravailler notre algo pour remonter un peu nos résultats sur l'Espagne et les Pays-Bas. Mais sur le reste, ça ne change rien. États-Unis, tu peux y aller plein pot, on a plein de clients aux États-Unis. Ok, très cool. Aurélien, est-ce que c'est conseillé de faire du cold email avec son CRM HubSpot? Alors en fait, ce n'est pas du cold email, c'est des séquences de nurturing et les taux que les gens obtiennent avec du cold email d'HubSpot ne sont pas les mêmes que les gens qui font du cold email avec des solutions dédiées cold email. Donc c'est plutôt dans les 40, allez, peut-être 50% sur HubSpot. Pour l'instant, je n'ai pas vu grand monde dépasser ça. Alors après, s'il y a des cas, oui. Mais moi, j'ai tendance vraiment à utiliser une solution de cold email vraiment pour faire ça. Ok. Après, tu as une autre problématique avec HubSpot. Pardon, tu as une autre problématique avec HubSpot qu'il faut prendre en compte. C'est quand HubSpot, en fait, si tu es sur la partie payante et au début, tu dis, en fait, je suis dans le PER qui fait que je paye, j'ai 90% de réduction, puis 50%, etc. C'est que malgré tout, quand tu vas commencer à avoir un petit peu de volume dans de HubSpot et quand tu vas commencer à payer par mois, ça va être quand même très, 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 très cher. Donc, ça va coûter cher l'email. Ouais, ça fait cher la cible. Après, ça dépend de ta cible. Hein. Et puis, HubSpot est un super produit. Mais si tu fais du volume, tu peux avoir une contrainte là-dessus. Ok. On demande plutôt d'ordre scrapping. Il y a The Minimalist qui nous demande comment scraper les données de boutique/concept store. Quel canal utiliser, si tu as des idées? Ouais, alors là, tu es moins dans des outils standards comme on évoquait tout à l'heure de Dux, de Phantom Buster, Captain Data, etc. Là, tu es plus sur des outils de scrapping. Donc, tu as plusieurs solutions sur le marché qui vont te permettre de scraper, qui vont en gros te permettre d'aller décortiquer une page, parce que les pages sont un peu structurées de la même manière, c'est un annuaire. Donc, tu vas aller décortiquer une page, en gros, voir le code simplifié de la page, et du coup, tu vas faire alors, c'est assisté, hein, tu as pas mal de solutions là-dessus. Et ça va te permettre de reproduire le même schéma de chaque bloc pour aller copier-coller le prix ou aller copier l'adresse, etc. Et ça, c'est ce qu'il faut faire quand tu es effectivement sur des solutions de type e-commerce, sur des solutions d'annuaire, comme je disais tout à l'heure, de médecins, d'avocats, etc., etc. Ok. Il y a aussi moi j'ai un fantôme que j'utilise qui est le scrapping de Google Maps qui marche assez bien pour ça avec Phantom Buster qui est Ouais. peut-être intéressant d'essayer. Mm. Mais c'est vrai. Et sinon en passant, il y a quelqu'un qui nous pose plutôt peut-être une question B2C qui est est-ce qu'il y a des solutions pour récupérer des emails sur Instagram? Je sais pas si tu as des idées. Non, honnêtement, franchement, j'ai pas d'idée. Je suis même pas sûr que Hmm. ce soit une bonne idée. En fait, souvent, les gens ont un réflexe de dire oui, en fait, je veux faire je veux toucher et faire de la prospection par email, mais tu as des tas de business et des tas d'activités, fonction de ta cible et fonction de ton business, où c'est globalement pas forcément la meilleure solution. Tu vois, si tu as des bars et des restaurants, je suis pas tellement certain que ça soit la meilleure solution de prospection. D'ailleurs, si on prend Tiller, c'est des fous furieux chez Tiller. Tiller, en fait, ils ont leur cible, c'est effectivement ça. Ils font des caisses enregistreuses modernes. Hein. En fait, les commerciaux font 7 rendez-vous physiques par jour. 7 rendez-vous physiques par jour. Tu vois, Tu vas donc pas demander déjà, à installer un commerçant d'installer Zoom, quoi. C'est clair. ouais, c'est ça. Donc, le mec, il regarde pas son email, et son email, c'est contact, et il fait ses commandes dessus, et il n'est pas il est pas forcément à la pointe. Donc, selon ta cible, tu peux avoir des restaurateurs qui sont hyper pointus, et Instagram est un bon moyen, effectivement, de les toucher directement parce qu'ils sont dessus et tu peux échanger avec eux. Ou sinon, si ta cible est différente, bah ouais, le face-à-face, tu te prends la rue, tu te les remontes et tu mets une équipe qui va faire ça quartier par quartier, et puis bouche à oreille, quoi. Et puis après, tu essayes de faire de la reco d'un brasseur à un autre brasseur, quoi. D'un restaurateur à un autre Ouais, non, restaurateur. totalement, totalement. Il y a aussi une potentielle solution, c'est avec Phantom Buster, on peut scraper les comptes Instagram et souvent, alors c'est surtout pour les influenceurs sur Instagram, si vous voulez les targeter, il y a beaucoup de gens qui, voilà, vous répondez entre vous. Ouais, Nicolas, il y a Nicolas qui nous dit, on peut récupérer en effet les emails dans les bios, mais tout le monde les met pas et généralement les gens qui ouais. les mettent, c'est souvent pour avoir de l'argent avec et ça Mm. peut être une bonne stratégie, mais voilà. Il y a Boris qui nous pose une question. Quel est l'outil, l'extension utilisée pour gérer les cookies sur Phantom Buster? Je crois que c'est Bah, l'extension. oui, c'est ça, c'est l'extension Phantom Buster qui te permet de le faire. Alors, ce qui semble, c'est que dernièrement, j'ai l'impression que ça rafraîchit un petit peu plus les cookies. J'ai l'impression que LinkedIn change un peu plus souvent les cookies Ouais, qu'avant. c'est ce que j'ai vu moi Donc, tu as aussi. besoin de Et repliquer un ça petit peu pète plus beaucoup souvent. plus souvent.
Ouais. Il faut recliquer un petit peu plus souvent. Mais non, ils ont fait une belle extension qui fait… Avant, tu étais obligé de cliquer, d'aller dans l'éditeur de cookies, de faire un copier-coller. C'était un peu une usine à gaz et ils ont fait une extension qui est trop cool. Maintenant, tu appuies sur un bouton, c'est fait, quoi. Ouais, carrément. Comment? Non, je disais, il faut installer l'extension avant. Phantom Buster. Il y a Houston qui demande est-ce que c'est possible d'avoir une démo en live. Je ne sais pas si tu as une démo enregistrée de Drop Contact peut-être sur ton YouTube ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être intéressant de la balancer. Mais les amis, certainement là, vu qu'on avance vers l'heure et que l'heure va bientôt être terminée, ça va être compliqué de faire une démo là, mais je pense que… non, mais je vais te passer le lien, je crois. Je vais te passer le lien dans 30 secondes. Je vais te passer le lien dans 30 secondes. Parfait, comme ça nous fait une belle fin et vous pourrez aller regarder la démo. En tout cas, super cool. Merci à tout le monde. On nous demande quoi? Pour scraper les données de boutique, un fantôme sur Google Maps te sort des emails ou juste numéro de téléphone. Ça te sort les numéros de téléphone. Moi, dans mon expérience, ça veut dire que ça va te prendre en fait les informations sur Google Maps. Mais pas forcément les informations sur les emails, parce que sur Google Maps, il n'y a pas forcément les emails. Tu me disais quelque chose? Ouais, je disais qu'en fait, si tu as une société, si tu passes une fiche sur Drop Contact, on va aller te récupérer effectivement les informations, directement les informations on va te fournir les informations de téléphone directement de la boîte aussi. Pas des informations, pas les numéros de téléphone nominatifs de la personne, pas le portable, etc. Ça, on va le récupérer directement dans les boîtes mail de tes boîtes mail de ton entreprise, mais sinon, on va te donner les numéros de standard qui se trouvent sur les sites web ou qui se trouvent sur Internet, ou genre Google Maps, même si ce n'est pas forcément ça. Donc, ça, on te le fait aussi, on te le fournit directement. C'est juste en train de fait le lien. Je le mettrai en description. Je le mettrai en description de cette vidéo, étant donné qu'il y a plein de gens qui vont certainement nous regarder en replay. En tout cas, je voulais remercier tout le monde, toutes les personnes qui étaient là en commentaire. Il y a plein de questions qu'on n'a pas pu répondre. En tout cas, il y a le LinkedIn de Denis que je vais mettre en description. Où est-ce qu'on peut te contacter à part LinkedIn, s'il y a d'autres choses que tu préfères? Alors pour les gens qui sont dans certains groupes de Slack, qui me connaissent dans les groupes Slack, bien évidemment, dessus directement. Sur LinkedIn, oui. Ce qui marche très bien, c'est notre support en ligne. Donc, ne pas hésiter dans le support en ligne. En fait, ça me remonte assez vite si c'est une question un peu technique, ou si on veut vraiment poser une question dessus. On peut aussi taper dans mon calendrier pour aller prendre un rendez-vous si c'est un besoin de déploiement de Drop Contact ou de solution. Mais oui, il faut aller liker. Évidemment, il faut aller liker sur notre LinkedIn et mon LinkedIn perso. On passe pas mal d'informations. Comme je disais tout à l'heure, on fait des articles. Et les articles sont vraiment pas mal. Ouais. D'ailleurs, on s'en base souvent pour les trucs que je fais avec Benoît les mercredis. Je crois qu'il y a 2-3 fois, vous avez des articles qui sont passés. Donc, vraiment, blog super cool et assez précis. Et c'est souvent ce qu'on aura tendance enfin, moi, ce que je vois, c'est que beaucoup de boîtes dans ce genre-là sont assez high level et vous allez vraiment dans le détail, notamment un des articles où vous parlez vraiment super technique sur les emails. Moi, je vous conseille le blog que j'ai donné tout à l'heure. Donc voilà. Ok. Bon, trop cool. Merci à tout le monde. Et puis, on peut se dire à la prochaine. Denis, premier, je pense qu'on va se faire une interview juste sur toi parce que moi, ça m'intéresse énormément parce que même si on se voit, on se connaît pas vraiment. Et moi, j'aimerais bien un petit peu savoir ce que tu as fait avant et pourquoi pas pour un podcast. Potentiellement, je viens de balancer un lien sur LinkedIn. C'est je crois que c'était le bon. Je crois que c'est celui-ci le bon. Je crois que c'est le deuxième. Ok. On va y arriver. En tout cas, merci beaucoup tout le monde. Vous avez été pas mal à nous tuer et à poser des questions. Désolé pour les questions qui n'ont pas pu arriver. Et nous, on se retrouve mercredi prochain pour le club. Et je vais certainement changer de format comme toujours. Donc, à bientôt. Salut. Salut. Merci à tout le monde. Au revoir. Ciao.